Pas un jour sans violence au Burkina. Grève, destruction de biens et troubles à l'ordre public sont le lot d'incivisme qui menace la sécurité des populations. Le gouvernement Monte-Cristo, une réunion d'urgence convoquée ce matin, a permis de décider des actions d'envergure pour que force reste à la loi. Anti et Pro-Sénat donnent de la voix à moins de 3 mois de l'échéance fixée pour la création de la deuxième chambre du Parlement. Un bicaméralisme budgétivore crie les premiers. Pour les seconds, le Sénat viendra renforcer le processus démocratique au Burkina. Et puis, 2 attentats ont frappé le Niger ce matin. La caserne militaire à Agadez dans le nord et le groupe nucléaire français Areva ont été les cibles du Moujao. Le groupe djihadiste qui revendique les attaques affirme venger l'intervention de ces pays dans le nord Mali. Madame, Messieurs, bonsoir. Audience présidentielle pour commencer. Avant de prendre ses quartiers à Vienne comme secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTIS), notre compatriote Lassina Zerbo a rendu une visite de courtoisie au président du Faso. Blaise Compaoré a également accordé un entretien au directeur général de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO). La coopération entre le Burkina et l'organisation a été passée au peigne fin. Karim Patrick Namouano. Docteur Lassina Zerbo est venu préparer la visite du président du Faso en mi-juin à Vienne, en Autriche. Une visite au cours de laquelle Blaise Compaoré va présider son installation en tant que secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTIS). Il doit son élection à l'Union africaine, à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mais surtout grâce au lobbying exercé par le président du Faso auprès de la communauté internationale. L'organisation du docteur Lassina Zerbo est déjà bien installée au Burkina Faso. Et nous avons installé un centre national de données à Ouagadougou, au Centre national de recherche scientifique. Nous formons des experts qui sont appelés à rayonner sur le plan international et à amener la contribution du Burkina, non seulement sur le plan scientifique, mais sur le plan politique aussi. Le deuxième invité est le docteur Abdulaziz Othman Al-Touaiziri, directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO). Il est venu saluer les efforts du président du Faso dans la consolidation de la paix et la promotion de l'éducation, de la science et de la culture dans le monde. Les domaines de coopération de Burkina Faso et l'ISESCO ont été passés en revue. Son Excellence le directeur général a écouté aussi Son Excellence le président de la République à propos des développements et des événements qui se passent dans la région, surtout en matière de paix et de sécurité. Le directeur général a exhorté le rôle du président de la République dans ce sens et tous les efforts qu'il déploie personnellement afin d'enraciner et d'ancrer les valeurs de paix et d'union nationale, non seulement au pays, mais dans la région toute entière. Auparavant, le directeur général de l'ISESCO a été reçu à la primature, où il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national de Burkina Faso. De la présidence du Faso et du premier ministère, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture s'est rendu à la Commission nationale pour l'UNESCO. L'échange avec les responsables de l'organisation a été suivi de la pose de la première pierre du bâtiment devant abriter la division ISESCO de cette commission. Marguerite Douaneau. La division ISESCO de la Commission nationale pour l'UNESCO aura bientôt un toit à Ouagadougou. Il va contribuer à améliorer les conditions de travail de cette division et améliorer même la visibilité de l'ISESCO au Burkina Faso. Et d'autre part, il y aura le projet de création d'un centre de formation pédagogique au profit donc pour former les enseignants et dans ces domaines de l'éducation, les sciences et la culture au Burkina Faso. C'est l'acte 1 de la visite du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture dans la capitale burkinabé. Une visite pour consolider le partenariat entre l'institution et le Burkina Faso et réaffirmer les objectifs de l'ISESCO qui sont entre autres la recherche de la paix dans le monde à travers le renforcement de la coopération dans les domaines de l'éducation, les sciences et la culture. D'où ce message du docteur Al-Wadjiri à la jeunesse burkinabé. Mon message pour la jeunesse au Burkina Faso, c'est de s'armer par la science. Car la science et le savoir
sont les clés de tous les progrès de leur peuple. Lors de ma visite au Burkina Faso, j'ai vu tous les signes du développement, j'ai vu tous les signes du progrès et je pense que la responsabilité de la jeunesse pour consolider cette action de développement au Burkina Faso est très importante. Une jeunesse qui ne demande pas mieux que d'avoir une connaissance plus approfondie de l'islam. De nos jours, là, on remarque que l'islam, là, c'est devenu, chacun prend l'islam comme il veut. C'est devenu, partout dans les pays, là, les musulmans, à chaque fois, c'est eux qui connaissent tout. C'est pas, partout, c'est la guerre, quoi. Ils ne comprennent pas ce que veut dire l'islam, là. Le vrai sens de l'islam, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, s'ils pouvaient intégrer, par exemple, des cours d'islamisation dans les écoles, partout. L'ISESCO est un partenaire stratégique du Burkina à travers de nombreux appuis financiers à des projets. Le docteur Alwadjiri mettra à profit son séjour au Faso pour rencontrer les autorités burkinabais et les acteurs de ces domaines d'intervention. C'est un secret de polichinelle que de dire que l'incivisme gagne du terrain au Burkina. L'urgence est maintenant dans le camp du gouvernement en vue d'apporter une réponse rigoureuse aux menaces sécuritaires. La réunion d'urgence convoquée ce matin par le Premier ministre a mis à contribution les forces de l'ordre et de sécurité, les gouverneurs de région et les responsables des services de renseignement. Vigilance est le mot d'ordre qui sera soutenu par des mesures d'accompagnement. Ernest Kambiri. Attaques à main armée, troubles à l'ordre public, vols, actes de sabotage, viols, consommation de drogue et autres menaces émergentes, la sécurité est devenue ces derniers temps une préoccupation pour les populations burkinabées, les gouvernants en premier chef. Au centre de cette réunion de travail, le point sur la situation sécuritaire du pays. Et autour du Premier ministre chef du gouvernement, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, les chefs de région, le directeur général de la police nationale, les directeurs régionaux, les gouverneurs et les responsables des services de renseignement et de la Direction générale de la sécurité intérieure sont d'urgence convoqués pour analyser et se prononcer sur la situation. Il s'agit, selon le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la réunion, d'évaluer les actions menées en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et d'enrayer les nouvelles formes d'insécurité qui menacent le pays et la sous-région. Et pour mieux assurer et garantir la sécurité des populations burkinabées, la réunion a pris un certain nombre de mesures et des instructions ont été données au ministre en charge de la sécurité pour une meilleure organisation et efficacité des forces de l'ordre et de sécurité sur le terrain. Il y a d'abord les hommes, les effectifs. Comment accroître les effectifs? Des instructions ont été données en ce sens-là. Comment mieux protéger les hommes également? Nous avons pris un certain nombre de mesures pour les équiper en gilet pare-balles, en casque lourd, ainsi de suite. Comment également les projeter de manière efficace sur les théâtres d'opération? Comment faire en sorte qu'ils aient l'armement adapté pour faire face à leur mission? Tous ces points-là ont été abordés. Il y a également des problèmes de coordination. Comment mieux coordonner, parce que nous avons plusieurs forces en présence. Comment également faire en sorte que le maillage sécuritaire du territoire soit plus efficace. Nous avons donc abordé l'ensemble de ces questions et le Premier ministre a donné des instructions pour que nous soyons en tout cas plus efficaces. Avant de renvoyer les forces de sécurité et les gouverneurs sur le terrain, le Premier ministre chef du gouvernement a noté avec satisfaction le travail qui est fait jusqu'ici pour démanteler quotidiennement les réseaux de criminels dans les villes et campagnes du Burkina. Il a par ailleurs adressé ses félicitations à l'ensemble des forces de l'ordre et un hommage a été rendu à tous ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte contre le grand banditisme au Burkina. Aux actes de vandalisme, de destruction de biens et de troubles à l'ordre public, le gouvernement se veut désormais plus responsable et pragmatique. Une batterie de mesures pour assurer la sécurité des populations et lutter contre l'incivisme a été prise au cours de la réunion de travail. Le ministre de la Sécurité nous en fait le point au micro de Ernest Kambiri. Par rapport aux troubles à l'ordre public, à l'incivisme, nous avons pris des mesures pour être beaucoup plus ferme, tout en restant donc dans le cadre de l'application du respect des règles de l'état de droit. Nous nous sommes rendus compte, grâce à une enquête minutieuse, qu'il y a des gens en réalité qui n'ont rien à voir avec la colère légitime des populations. Voilà, c'est-à-dire face à une situation, il y a des gens organisés qui viennent pour provoquer les troubles. Nous avons pris des mesures pour pouvoir identifier ces gens-là et les traduire, les arrêter, procéder à leur arrestation et les traduire devant la justice.
Il y a également des mesures d'accompagnement parce que souvent, ce qui est difficile à apporter, c'est la preuve. Nous allons utiliser un système de vidéosurveillance. Et voilà, il y a pas mal de choses que nous sommes en train de mettre en œuvre pour garantir la sécurité des Burkinabés. Illustration de ces actes d'incivisme, les incidents survenus hier soir dans le quartier de Tampoui. La police était aux prises avec les riverains suite à l'arrestation d'un agresseur d'une jeune fille. L'arrestation de ce dernier a entraîné le blocus du passage à niveau important aux usagers et un embouteillage donc indescriptible, comme vous avez pu le voir dans nos précédentes éditions. Après la version des manifestants, voici la part de vérité de la police dans ce point de presse. L'affaire a commencé depuis la mi-février selon le commissariat de police de Signogué qui dit avoir enregistré des plaintes pour coups et blessures contre X à cette période. Une enquête a été ouverte et une série de convocations adressées à la personne accusée. Des convocations qui sont restées sans suite. Suite à l'interpellation qui était non loin de la gare, il a opposé une résistance. Donc suite à cette résistance et en criant au secours, il y a eu les autres éléments de la gare qui étaient aux abords donc, de la gare qui sont venus et du coup ça a un peu dégénéré. Au cours de cette altercation, un agent de la police a été blessé. L'accusé, lui, sera arrêté et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Donc, il y a eu une délégation de la gare, des responsables donc, de la gare. Ils sont passés ici pour s'enquérir en tout cas des informations concernant donc leurs éléments donc, de la gare. Je les ai donc reçus et leur a fait donc le point de la situation et leur a dit qu'en réalité, bon, effectivement, il a été ici, il n'est plus ici. Il a déjà été présenté à monsieur donc, le procureur, il est au maître donc, de la justice. À l'issue des explications avec le commissaire Emmanuel Zongo, les représentants des jeunes de la gare ont promis rendre compte à la base pour éviter toute information erronée tendant à inciter à la violence. C'est par surprise que nous avons donc été saisis qu'à partir de 18h, au niveau donc du passage à niveau route de Wayouya et du passage à niveau route Kongoussi, la voie était hermétiquement bloquée. Non content donc de bloquer toutes ces voies, ils se sont décidés vers les 20h de marcher sur nos propres installations. Les instructions ont été données de les repousser, chose qui a été faite. Les manifestants ont certes été repoussés, mais il convient d'inviter les populations à plus de retenue et d'éviter les rumeurs. Au chapitre politique, l'actualité est dominée par le débat sur le futur Sénat. L'opposition marque son opposition à la mise en place de cette deuxième chambre du Parlement. En visite ce matin au Premier ministère, le chef de file de l'opposition, à la tête d'une délégation, a mis au cœur de ses préoccupations la question du bicaméralisme au Burkina et celle liée aux revendications sociales, à la corruption et à l'insécurité. Zéphirin Diabré dit tout de même privilégier le dialogue pour une paix sociale durable. Maïmouna Traoré. Le chef de file de l'opposition politique rend visite au Premier ministre. Pour Zéphirin Diabré, il faut souvent aller au-delà des divergences politiques et dialoguer pour une paix sociale durable. Avec Béon-Luc Adolphe Tiao, ils ont parlé de la vie de la nation, les questions brûlantes de l'heure, notamment les revendications sociales dans certains corps de métier. Le prix du gaz vient d'augmenter récemment, alors que les salaires n'ont pas suivi. Les questions de santé demeurent. Les délestages de la Sonabel empirent de jour en jour et nos étudiants continuent de manifester pour la satisfaction de leurs revendications matérielles. Toutes ces questions-là, de notre point de vue, doivent être au premier plan des préoccupations du chef du gouvernement et nous l'avons exhorté à les prendre à bras le corps. Autre sujet abordé à cette audience, la corruption et l'insécurité. Nous avons alerté une fois de plus le Premier ministre sur l'ampleur du phénomène de la corruption et notre découragement de voir que le gouvernement ne prend pas les mesures qu'il faut pour sanctionner ceux qui détournent et volent l'argent des contribuables. Notre pays connaît chaque jour que Dieu fait des scènes de braquage à travers tout le pays qui font que nos compatriotes se demandent s'il y a un État dans ce pays-là pour les protéger. Et nous avons exhorté le Premier ministre à prendre les mesures énergiques qui conviennent pour assurer la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition a en outre réaffirmé son opposition à la mise en place du Sénat, une institution qu'il estime budgétivore et inutile.
Sur la ligne de front pour la défense du Sénat, justement, la CFDB, l'ODP et le RDB, trois partis de la mouvance présidentielle qui revendiquent leur vote pour le bicaméralisme au Burkina. Les raisons et la justification du sens de leur vote en faveur du Sénat étaient à l'ordre du jour d'une conférence de presse suivie pour nous par Abdullah Rasmanezongo. L'une des actualités fortes ces derniers jours au Burkina Faso reste sans conteste la création du Sénat, déjà une réalité effective, et par ricochet, les débats contradictoires entre pro et anti qui entourent cette nouvelle entité. Trois partis de la mouvance présidentielle, CFDB, ODT et RDB, ayant voté oui pour le Sénat, justifient leur choix, d'où ce point de presse. Nous disons que le Sénat, pour nous, prend en compte une partie de la population qui n'est pas prise en compte à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la chefferie coutumière des Burkinabés à l'étranger, la chefferie coutumière religieuse, les travailleurs, le patronat. Donc nous pensons que le jeu du Sénat permettra justement à la société civile, aux Burkinabés de l'étranger et à la chefferie coutumière de venir siéger également pour apporter leur contribution dans le renforcement de la démocratie. Aujourd'hui, le Sénat constitue un contrepoids au niveau donc du Parlement, dans la mesure où les lois feront la navette entre les deux chambres. Et je pense que cela nous permettra également de voter des lois de qualité. Pour le conférencier du jour, la roue du Sénat est déjà en marche depuis les travaux du CCRP et le seul débat qui vaille actuellement consiste à aller à la base, sensibiliser et éduquer les populations pour qu'elles s'approprient correctement le Sénat dans ses attributions et son fonctionnement. Et le Sénat sera bel et bien mis en œuvre au Burkina, probablement dans les 3 prochains mois. L'information a été donnée ce matin par le ministre en charge des réformes politiques. Cette deuxième chambre qui consacre le bicaméralisme au Burkina va certes coûter cher, mais elle est présentée comme un plus au processus démocratique dans notre pays. Le résumé du point de presse du gouvernement avec Nyaki Teda. Comme il fallait s'y attendre, les échanges du ministre en charge des réformes politiques avec les journalistes ont porté essentiellement sur la mise en œuvre du Sénat. Une chambre dont la loi a été votée le 21 mai dernier et rejetée par l'opposition qui a d'ailleurs manifesté son mécontentement le même jour. Une grogne qui n'entamera pas du tout la création du Sénat, s'exclame le ministre d'État Arsène Boye-Sanye, pour qui toutes les démarches ont été entreprises pour aboutir à sa mise en place. Le débat qu'on mène actuellement sur le Sénat, je dois vous dire que c'est un débat purement politique. Comme vous le savez, il y a eu un processus de réforme politique qui a été enclenché depuis 2011 à travers la création du ministère chargé des réformes politiques. Et cette démarche-là visait à rassembler le maximum de Burkinabés dans toutes les composantes, y compris les partis politiques justement, pour que nous puissions ensemble remettre à plat nos institutions, voir quelles sont les insuffisances, qu'est-ce qu'on peut améliorer afin que notre démocratie puisse aller de l'avant. Mais comme vous le savez, une bonne frange de partis politiques n'a pas voulu participer dès le départ à ce processus. Peut-être que s'ils étaient venus, ils nous auraient permis en ce moment d'enrichir et de prendre en compte un certain nombre de leurs idées qui ne sont pas forcément mauvaises. Avec le Sénat qui va bientôt naître, le Burkina marque un pas décisif pour le renforcement de l'ancrage démocratique, dira le chef du département en charge des réformes politiques, qui soutient que le Sénat a un coût, mais un coût qui vaut son pesant d'or. L'aspect budgétivore. Quel est le coût d'un état d'exception? Quel est le coût d'une situation de guerre, de trouble, où on peut aller vous prendre à la maison sans autre forme de procès et vous amener où vous le savez? Comme disait donc un homme politique, quelle que soit la cherté, quel que soit le prix de la démocratie, c'est moins cher que le prix de l'état d'exception. Parce que la vie d'un être humain n'a pas de prix. Combien de gens ont été victimes de non-droit dans des périodes d'exception dans notre pays? Alors je crois qu'il faut consolider le processus qu'on a afin que plus jamais on ne retourne justement à ces états d'exception. 81 voix pour et 46 voix contre. Le compte est bon pour mettre en place le Sénat, selon le docteur Arsène Boye-Sanye, qui précise qu'après le vote de la loi, toutes les étapes seront respectées pour sa mise en place définitive, qui sera faite probablement dans les 3 prochains mois. Au niveau de l'éducation, gouvernement et syndicats du secondaire et du supérieur s'accordent sur la date des examens de fin d'année. La nouvelle échéance voit le report de la date initiale d'1 semaine. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs rassure, le gouvernement travaille à satisfaire la plateforme revendicative des enseignants. Nyaki Teda.
Au département des enseignements secondaires, la chaleur est montée d'un cran avec la grève des enseignants et la grogne des élèves occasionnant l'arrêt momentané des cours. Et à ce point de presse, le ministre du tutelle est venu rassurer les journalistes des dispositions actuelles prises au sein de son département. Après 4 jours de négociations entre syndicats et gouvernement, les deux parties se sont quittées avec une note de satisfaction de part et d'autre, avec un engagement ferme du gouvernement. À l'issue des échanges, les deux parties se sont accordées sur le point suivant. De l'octroi de l'indemnité spécifique au personnel enseignant et d'encadrement du MES. Constatant que le décret octroyant cette indemnité n'a pas pris en compte les personnels enseignants et d'encadrement de catégorie C, le gouvernement s'est engagé à prendre au plus tard le 30 juin 2013 un décret étendant son bénéfice à cette catégorie de personnel pour compter du 1er juin 2011. De la limitation des effectifs dans les classes, la partie gouvernementale a informé les deux syndicats de l'existence d'un plan d'action pluriannuel 2013-2016 en cours de finalisation et prévoyant des mesures de recrutement exceptionnel d'enseignants et de construction de nouveaux établissements ainsi que de nouvelles salles de classe. Le gouvernement adoptera au plus tard le 30 juin 2013 un décret portant création d'une catégorie spéciale dénommée P7 et reversera les 10 conseillers pédagogiques dans cette catégorie avec une grille indemnitaire spéciale y attachée. Le gouvernement consent à procéder à un relèvement de l'indemnité de logement pour compter du 1er octobre 2011. La grève des enseignants et des élèves a affecté les cours et le calendrier scolaire a été revu à l'issue d'une rencontre entre les acteurs de l'enseignement secondaire et supérieur ainsi que le ministère. Le mouvement de grève des enseignants et élèves a entraîné l'inachèvement des enseignements dans plusieurs disciplines, notamment les classes de 3e et de terminale. La non-tenue des évaluations de fin d'année qui ne seront terminées au mieux que le 31 mai 2013 et un retard dans la tenue des conseils de classe de fin d'année pour décider des passages ou des redoublements ou encore des exclusions des élèves. Au regard de cette situation, à l'unanimité, les participants à la rencontre du 20 ont convenu de proposer au gouvernement la poursuite des enseignements dans les établissements d'enseignement secondaire pendant une semaine pour permettre l'achèvement des programmes et le report des examens du BPC et du baccalauréat d'une semaine pour permettre une meilleure préparation des élèves. La fin de l'année scolaire au secondaire est prévue pour le 7 juin prochain, le BPC, le CAP et le BEP le 11 juin, tandis que le baccalauréat aura lieu le 27 juin, a dit le professeur Moussa Ouattara. Son département décide de se pencher cette année sur l'enseignement supérieur à travers les états généraux prévus du 13 au 15 juin et réuniront près de 300 participants. Les mines, l'énergie et les carrières réunis en un même lieu à l'occasion du 2e salon international dédié aux 3 secteurs. Le SEMICA, qui rassemble cette année 300 participants, aura à plancher autour du thème « Investir en Afrique, harmonisation de la réglementation minière dans l'espace UEMOA ». C'est un reportage de Adama Koulibaly. Et de dos pour le SEMICA, le salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Le clap de départ de la 2e édition a eu lieu ce jour même à Ouagadougou. Plus de 300 exposants venus d'Afrique et d'ailleurs sont présents à ce rendez-vous d'échange entre acteurs du secteur des mines, des carrières et de l'énergie, placé sous le thème de l'harmonisation de la réglementation minière dans l'espace UEMOA. Nous allons avoir au cours de cette édition des conférences et des débats qui vont porter sur non seulement le développement, mais aussi qui vont porter sur le développement énergétique. Ouagadougou connaît des problèmes de délestage. Ce n'est pas de gaieté de cœur que la SONABEL fait subir ça aux populations, mais la SONABEL recherche des solutions pour pouvoir répondre à la demande énergétique. Avec le boom minier que connaît le Burkina Faso depuis un certain temps, ce salon représente une opportunité pour celui-ci. C'est une bonne occasion pour l'ensemble des acteurs du secteur minier de savoir un peu l'état de la recherche dans notre pays, quelle façon peut offrir afin que le secteur soit le moteur des points de notre pays. Plus d'une dizaine de conférences seront organisées sur les thématiques de l'énergie, des mines et des carrières durant les 3 jours en marge des expositions.
Taïwan accepte de financer à plus de 650 millions de francs CFA le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Le ministre de l'Économie et des Finances et l'ambassadeur de Chine ont signé hier un accord de financement qui a permis le lancement aujourd'hui de cet ambitieux programme. Ramatou Zida et Nyakiteda. Cet échange de parapheurs et cette poignée de main scellent un partenariat entre la coopération taïwanaise et le Burkina Faso. À travers la signature de cet accord de convention, ce sont 1 million d'euros, soit plus de 650 millions de francs CFA, qui sont mis à la disposition du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce financement est une subvention au programme d'appui à la formation technique et professionnelle pour la période 2013-2014. Il permettra d'améliorer les offres de formation professionnelle ainsi que le système d'emploi des jeunes. L'accord de subvention que nous avons signé aujourd'hui, c'est plutôt en avant. Ça veut dire qu'on va accompagner le gouvernement burkinabé à structurer son système de la politique de la formation professionnelle. C'est pourquoi on a manifesté notre adhésion à la caisse luxembourgeoise, à la caisse autrichienne, à la caisse suisse, de travailler ensemble. Un protocole de financement commun d'un montant de plus de 15 milliards de francs CFA a été signé en juin 2012 avec d'autres partenaires dans le cadre du programme d'appui. La signature du présent accord marque l'adhésion concrète de la coopération taïwanaise à ces programmes. Ça va accroître l'employabilité surtout de nos jeunes. Et par ricochet, bien entendu, ça va renforcer le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui est logé au sein du ministère. Ça va bien sûr améliorer l'adéquation, formation, emploi et surtout renforcer les capacités des ressources humaines. Depuis 2006, le Burkina Faso bénéficie de l'appui de la Chine-Taïwan et au total 12 centres de formation professionnelle ont été construits. Ce nouveau partenariat permettra au gouvernement de renforcer non seulement ses capacités d'intervention, mais aussi et surtout de relever les défis de la formation et de l'emploi des jeunes. Venons-en maintenant au lancement du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Il devrait permettre d'accroître pendant les 5 prochaines années l'offre de la formation technique au profit de la jeunesse et résoudre un tant soit peu le problème du chômage. Évariste Kombari. L'émergence du Burkina Faso repose en partie sur la formation technique. Mais dans ce domaine, le Burkina Faso éprouve toujours d'énormes besoins. Le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, PAP-EFTP, dont le lancement officiel est intervenu aujourd'hui, vise à combler ce vide et à accroître surtout l'offre en matière de formation professionnelle. Les objectifs du programme, c'est accroître et renforcer l'offre de formation professionnelle, c'est renforcer la qualité de la formation professionnelle, et c'est généraliser la formation professionnelle. Le programme, qui prend en compte le genre, va élever le niveau de connaissance et de compétence de la population active, plus particulièrement des jeunes, en favorisant leur insertion dans les emplois d'aujourd'hui et de demain. Les jeunes qui nous suivent, ils n'ont qu'à se dire que c'est un projet qui est là pour les accompagner et tout sera mis en œuvre en concertation avec, bien sûr, notre jeunesse. Le PAF-EFTP est un ambitieux programme de plus de 15 milliards de francs CFA. De nombreux partenaires techniques et financiers, dont la France, la République de Chine, Taïwan, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Autriche et la Suisse, accompagnent le gouvernement burkinabé. L'adéquation entre la formation que vous faites et la demande que le marché de l'emploi a en ce moment doit être meilleure et c'est un des objectifs principaux du programme. Le programme ainsi lancé va durer 5 ans. Il va aussi considérablement renforcer les ressources humaines et résoudre le chômage, tout en provoquant de nouveaux comportements. L'espoir et l'ambition que nourrit le programme sont de provoquer la mue nécessaire qui puisse entraîner des regards nouveaux sur la formation professionnelle. Par sa mise en œuvre, la volonté du gouvernement est d'aboutir à des engagements, des résultats et des dispositions qui soient le socle de l'essor de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le PAF-EFTP s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'enseignement et de formation technique. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'Emploi.
Un autre projet a fait de la lutte contre le chômage et la promotion de la santé reproductive des jeunes son cheval de bataille. Lancé dans la région de l'Est par l'association Tintois, il devrait permettre de donner une nouvelle vision à la jeunesse pour réussir son insertion dans le processus de développement. C'est Sylvestre. Le projet de formation et de santé reproductive et droits sexuels des jeunes, mis en œuvre de 2012 à 2014, avait besoin d'être connu pour une meilleure appropriation. Le soutien des autorités administratives, des populations, des partenaires techniques et financiers peut aider ce vaste programme à atteindre son objectif qui est de faire de la jeunesse de la région une force de développement. La rencontre a permis aux participants de cerner les contours du projet qui devrait participer à l'inversion des chiffres du chômage des jeunes et à la promotion de leur santé de la reproduction et droits sexuels. Le souhait est que ce projet puisse toucher vraiment les bénéficiaires, le public cible qui est vraiment les jeunes et dans le domaine de la formation professionnelle qualifiante et vraiment partant des autres jeunes qui sont des différentes couches sociales. Et c'est ce qu'on peut vraiment retenir de ce projet et maintenant on se peut insister vraiment à ce projet pour que les bénéficiaires puissent vraiment en bénéficier. L'association Tintois, en plus de la formation professionnelle des jeunes, fait de la lutte contre les IST, VIH, SIDA son principal combat à travers ses différents plans d'action. Des méthodes de valorisation des compétences des jeunes formés peuvent contribuer à la lutte contre le chômage. Nous sommes rassurés que l'ensemble des acteurs au développement de la région de l'Est va vraiment nous accompagner pour une mise en œuvre réussie du projet. Et donc avec des résultats qui permettront à toute la jeunesse de la région de l'Est de voir un modèle d'orientation que cette jeunesse-là peut adopter pour son bien-être et pour le bien-être de la région. La bataille pour l'employabilité des jeunes et la promotion de leur santé de la reproduction ne pourra être gagnée que lorsque toutes les énergies seront réunies dans un seul front commun. La Cour des comptes va à la rencontre des gestionnaires des 13 régions pour leur expliquer son fonctionnement. Première étape, la région du Plateau central où la composition, le fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour ont été expliqués aux premiers responsables de la région. Les explications avec Nyakiteda. La Cour des comptes se déporte à l'intérieur du pays pour mieux se faire connaître. Pour le lancement d'une série de rencontres dans les 13 régions, le premier président de la Cour des comptes et ses collaborateurs sont face aux gestionnaires de la région du Plateau central. À Zignaré ce matin, il est question d'expliquer de fond en comble l'organisation, le fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour des comptes, mais également le comportement que les gestionnaires des deniers publics devraient observer pour éviter les sanctions pénales. C'est d'exposer d'abord l'ensemble des attributions, des missions, des procédures applicables devant la Cour, ça c'est très important. Et ensuite, par des échanges, nous allons approfondir les questions qu'ils auront les préoccupations que nous aurons à partager avec eux. C'est vraiment permettre qu'au retour dans leur service, qu'ils puissent gérer avec transparence nos deniers publics, mais surtout les rassurer que nous ne sommes pas là pour les réprimander, mais pour les appuyer à mieux gérer, pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon message, d'aller un jour devant les tribunaux pour des raisons de faute pénale. Hauts commissaires, maires et autres responsables locaux qui gèrent les deniers publics sont donc ici à l'école de la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, avec comme enjeu faire d'eux des références en matière de reddition des comptes et de respect strict de l'obligation de rendre compte de sa gestion au peuple. La rencontre de Zignaré ouvre le bal d'une série de tournées dans les 13 régions à la rencontre des gestionnaires. Le but, améliorer qualitativement leurs performances en vue de minimiser les manquements dans la gestion des deniers publics. De la filière Sésame ont posé les jalons d'une meilleure organisation de leur secteur d'activité. La rencontre de 2 jours a permis de définir de nouvelles stratégies pour accroître la production, la transformation et la commercialisation du sésame, une production agricole en plein essor au Burkina. Précision Ernest Kambiri. L'insécurité foncière, la faible maîtrise des itinéraires techniques de la culture du sésame, le faible niveau d'équipement des producteurs, l'inorganisation du marché ou encore le manque de financement et d'infrastructures de transformation sont entre autres les contraintes liées à la production, à la transformation et à la commercialisation du sésame burkinabé. C'est en tout cas ce qui ressort de ces 2e assises nationales sur la filière qui s'achèvent. Ensemble, les acteurs ici réunis ont convenu qu'il faut produire pour le marché.
et produits pour le marché passe par la structuration de la filière dans toutes les régions du Burkina, la mise en place d'une centrale d'achat et par l'accompagnement des acteurs pour l'organisation d'un salon international de sésame combiné à la noix de cajou. Par rapport à la commercialisation, nous avons vu que nous devons signer par exemple des contrats avec les producteurs. Nous devons accompagner les producteurs à mieux faire à mieux produire, à produire des produits de qualité. Et pour une meilleure organisation de la production, de la collecte, de la transformation et de la commercialisation du sésame burkinabé, des propositions d'action allant de la tenue des comptes d'exploitation pour les différents maillons de la filière à la mise à la disposition des producteurs de semences en quantité et de qualité en passant par le respect des engagements contractuels ont été formulés au terme des travaux. Des propositions d'action en synergie avec le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière lancé par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Conçu dans une démarche participative et planifiée sur 3 ans avec un coût estimé à plus d'1 milliard 39 millions de francs CFA, le projet ambitionne de lever les contraintes majeures identifiées sur toute la chaîne de valeur de la filière. Cela permettra de soutenir non seulement des domaines d'activité au niveau commercial, mais aussi de former nos opérateurs économiques, de les regrouper et de les encadrer pour qu'ils puissent maîtriser davantage les outils du commerce international. C'est une politique de l'OMC qui soutient aujourd'hui le commerce et je pense que le Burkina bénéficie de son premier programme. Autre fait marquant de ce cadre de discussion entre les acteurs de la filière qui s'achève, cette signature de convention entre le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le PDA-GIZ, un programme allemand qui soutient l'agriculture burkinabé. Et dans le cadre de la structuration des acteurs de la filière, le bureau de l'Union nationale des commerçants et exportateurs de sésame, présidé par Mamounata Velekda, a été présenté de façon officielle à cette rencontre nationale qui a tenu toutes ses promesses en termes d'engagement pour booster la filière et produire un sésame burkinabé de qualité. L'empereur de Mossé sollicité pour accompagner une manifestation d'envergure nationale. La conférence nationale sur le foyer coranique et les enfants de la rue devrait se tenir bientôt à Ouagadougou à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Mogo Naba Bango s'est dit prêt à parrainer le projet. C'est Sylvestre Da. Le ministre délégué en charge de l'alphabétisation et ses proches collaborateurs au palais de l'empereur de Mossé, c'était ce mardi 21 mai. Amadou Diemdoura Diko est allé solliciter le parrainage et les conseils du Mogo Naba Bango pour l'organisation prochaine d'une conférence sur les questions des foyers coraniques et des enfants de la rue. Qui parle d'enfants de la rue parle également de la communauté. C'est une question éducationnelle qui mérite donc l'accompagnement de tout le monde. Comme il nous l'a dit d'ailleurs, que ce soit les parents, que ce soit les autorités, mais aussi les coutumiers, pour voir dans quel sens il faut aller, comment donc faire participer ces enfants-là qui sont dans la rue, mais aussi comment accompagner les enfants des foyers coraniques que nous voyons le plus souvent dans les rues avec des boîtes, ainsi de suite, livrés à tout. Rien qu'à Ouagadougou, les enfants de la rue sont estimés à plus de 25 000 dont l'âge varie entre 6 et 25 ans. C'est dire à quel point l'ampleur du phénomène au Burkina est inquiétante. Toute la société est interpellée et le Mogo Naba se réjouit d'accompagner le projet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation afin de dégager ensemble des pistes de solutions pour éradiquer le fléau des enfants de la rue. C'est une problématique qui est nationale et tout le monde, à travers des idées, à travers des actions multiformes, doivent aider à ce que ces enfants rejoignent la maison. Beaucoup de choses qui sont à l'origine des enfants dans la rue émanent de l'éducation des parents. L'accord du Mogo Naba acquis, le ministre Diemdoura Diko et son équipe vont rencontrer prochainement la communauté musulmane et les différentes communautés religieuses et coutumières de Ouagadougou, suivant le choix du thème des conférenciers. La conférence, elle, devrait se tenir courant le mois de juin 2013 à Ouagadougou. Une activité qui va se poursuivre à travers le Burkina. Hors de chez nous, le Niger, frappé ce matin par une série d'attentats. Le premier a visé une caserne militaire à Agadez dans le nord, faisant 19 morts, tous des soldats nigériens. La seconde attaque a ciblé, elle, le groupe nucléaire français Areva, tuant un employé et blessant 14 autres. Le Moujao revendique ces attentats condamnés par la communauté internationale.
Le groupe djihadiste Mujahou revendique les 2 attentats suicides commis ce jeudi dans le nord du Niger. L'attentat contre une caserne à Agadez a fait 19 morts, dont plusieurs soldats nigériens. Tandis que l'attaque contre le site d'Areva à Arlit a fait 1 mort et 14 blessés, tous des employés du groupe nucléaire français. Dans un communiqué, Areva juge odieux cet acte terroriste. Un acte condamné aussi par la France qui annonce qu'elle appuiera tous les efforts du Niger pour faire libérer les élèves officiers nigériens retenus en otage par un kamikaze à Agadez. Une actualité plus gaie avant de nous séparer. La nuit dernière était consacrée au 50e de l'Union africaine, une grande nuit africaine où le vivre ensemble était célébré. Prestations d'artistes nationaux et étrangers vivant au Burkina ont donné des sons et lumières au Sénaza qui a abrité la manifestation. Le reportage est de Abdul Rasmani Zongo. Sons et lumières, rythme d'ici et d'ailleurs, constituent ce concept éblouissant qui inscrit la musique comme l'une des activités commémoratives du 50e de l'Union africaine. Ainsi a été célébrée la Grande Nuit africaine sur fond de notes musicales savamment distillées et de pas de danse harmonieusement proportionnés pour égayer l'auguste public du Sénaza. La participation des troupes étrangères vivant au Burkina Faso, en particulier le Nigeria, le Togo que j'ai vu, vient nous rappeler la nécessité de créer des espaces où nous pouvons vivre ensemble. Et je pense que c'est ça le message fort de ce 50e de l'Union africaine. Nous devons résolument aller vers une Afrique des peuples intégrés. À ce concert également, les nostalgiques de la talentueuse vieille garde gardent un silence particulièrement bruissant de paroles. Rencontre de plusieurs communautés, la communauté nigérienne, la communauté togolaise. Vraiment, c'est une satisfaction pour moi et aussi les grosses pointures de la musique burkinabé. En tout cas, vraiment, je suis très, très fier. Et seulement ce que je demande à la population, c'est d'encourager les artistes. C'est aider les artistes à avancer. On a beaucoup d'artistes, mais ils ne sont pas dans des conditions. C'est un peu difficile. Voilà. Et s'ils ont quand même le soutien de ceux qui viennent de faire, par exemple, ce soir, ça encourage les artistes à aller de l'avant, parce que chacun veut être vedette. Au-delà de la musique, c'est l'aspect intégration des peuples africains qui est surtout et davantage recherché un demi-siècle après la création de l'UA. Voilà, ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi. Je serai très heureuse de vous retrouver demain. Bonsoir.